Bonjour, je m'appelle Richard Riel, je suis naturopathe, exerçant depuis 2003. Actuellement, j'exerce la naturopathie et l'éthiothérapie, qui est une approche énergétique issue de l'auriculomédecine, en Corse et à Paris. Le présent enregistrement, réalisé a posteriori, est le résumé d'une conférence que j'avais donnée le 31 mai 2014 à la bibliothèque Fesch d'Ajaccio. Le thème que j'avais choisi était le suivant: comment vieillir en bonne santé. Le but de cette conférence était d'offrir aux auditeurs le raisonnement fondamental permettant de bâtir une hygiène de vie saine, notamment une alimentation saine, et donc de vieillir en bonne santé. Cet enregistrement sera ultérieurement affiné, notamment en ce qui concerne la troisième partie. En effet, durant la conférence à Ajaccio, j'avais traité davantage de sujets. J'avais parlé notamment des lois de Kervran, j'avais parlé de la problématique des produits laitiers et du gluten. Effectivement, beaucoup de personnes âgées tireraient profit d'une alimentation sans produits laitiers. J'avais parlé aussi de l'importance du milieu colloïdal, donc de l'état colloïdal ou de l'état aqueux, et j'avais parlé aussi d'un extraordinaire instrument pour toute personne qui s'intéresse à la gymnastique et au sport, qui est ce qu'on appelle le trampoline à élastique, le trampoline Bellicon. Cette conférence sera donc ultérieurement affinée et complétée. Je rajouterai notamment une quatrième partie traitant spécifiquement du sport et de la gymnastique. Quoi qu'il en soit, le présent enregistrement offre déjà le raisonnement fondamental qui permet de bâtir une hygiène de vie pleine de santé et de vitalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Le tout premier état de l'être humain, qu'on appelle embryon, est semblable à celui d'une pâte gélatineuse. À l'intérieur de cette pâte gélatineuse, nous observons quelques particules un petit peu plus denses. Ces particules un petit peu plus denses se rejoignent les unes les autres et à leur point de contact se forment des charnières, des articulations. Nous avons ainsi un squelette qui commence à se former. Ensuite, l'embryon devient fœtus, et un fœtus, qu'est-ce que c'est ? Mais un fœtus est un embryon qui continue à se développer. Donc le fœtus continue à se développer, le squelette continue à se former, il augmente de consistance et de densité. Même chose pour la matière pulpeuse environnante, dans laquelle des organes commencent à se différencier. Ces organes et cette matière pulpeuse environnante augmentent de consistance et de densité jusqu'à la naissance. Après la naissance, l'être humain passe par différentes phases qu'on a appelées par exemple le bas âge, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et enfin la vieillesse. Le passage de chacune de ces périodes à la suivante se caractérise par une augmentation de la dureté de notre corps. C'est-à-dire qu'au cours de notre vie, nous vivons constamment un processus de solidification progressif de notre corps. Ce processus de solidification peut se considérer comme une cristallisation du corps. Et une cristallisation, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique bien évidemment une augmentation de la proportion d'éléments cristallisés ou solides. Ça implique une raréfaction des liquides, donc de l'état liquidien, de l'eau. Et ça implique enfin une perte de la souplesse et donc quelque part de l'adaptabilité au vivant. Puisque la vie, c'est une question de mouvement finalement. La vie, c'est une
c'est un phénomène vibratoire. Et une vibration, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement. C'est un mouvement de va-et-vient, une vibration. Donc une perte de souplesse, ça implique une baisse de notre capacité d'adaptation au phénomène de la vie, au phénomène du vivant. Donc nous avons parlé du squelette. Eh bien le squelette, comme les os, les ligaments, les articulations, les tendons, les cartilages, augmente de densité, se cristallise progressivement au cours de la vie. Si nos articulations se mettent à craquer, par exemple, un petit peu avec l'âge, c'est bien qu'elles se sont asséchées. Il y a une raréfaction du liquide synovial, par exemple, qui permet la lubrification, normalement, correcte, des articulations. Il y a aussi, évidemment, une accumulation de substances dures et cristallisées dans les articulations qui peuvent causer d'ailleurs des douleurs. Et évidemment, globalement, l'état de l'articulation ou des articulations en vieillissant se fait de moins en moins souple. Donc cette cristallisation du corps ne concerne pas seulement les articulations et les os, ça concerne véritablement toutes les parties de notre corps. Que l'on s'intéresse par exemple à la substance de notre estomac, de nos intestins, de nos glandes diverses, de la thyroïde, que l'on s'intéresse au foie, aux reins, aux yeux, aux nerfs, au cerveau, que l'on s'intéresse au système circulatoire, au vaisseau sanguin. Toutes ces parties perdent de leur souplesse et se cristallisent lentement mais progressivement, lentement mais sûrement, j'ai envie de dire aussi, au cours de la vie. Donc par exemple, pour parler des vaisseaux sanguins, nous avons dans notre corps des millions de petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires. Et parmi ces capillaires, nous en avons au cours de la vie qui se rigidifient complètement, au point que le sang, évidemment, ne peut plus du tout les traverser et irriguer les parties du corps où ces capillaires étaient présents. Donc la fonction, on pourrait même dire les fonctions de la circulation sanguine s'effectuent moins bien. En ce qui concerne les vaisseaux plus gros, artères et veines, ces vaisseaux deviennent moins souples. Il y a une perte d'élasticité. La circulation se fait moins bien, elle est moins efficace dans son ensemble. Les liquides qui se mettent à stagner puisque la circulation est moins efficace deviennent moins sains, ils deviennent malsains. Les toxines que le corps devrait évacuer, ça c'est ce qu'on va voir aussi dans la seconde partie, stagnent. Donc le corps dans son ensemble sans toxines, on pourrait dire. Si nous avons tendance à perdre nos cheveux en vieillissant, c'est par manque de matière sébacée, donc de matière non cristallisée dans le cuir chevelu. Si nous avons tendance à avoir les dents qui se gâtent et qui tombent, c'est bien aussi par manque de substances non cristallisées, de substances gélatineuses dans la mâchoire. Bref, on pourrait citer de très nombreux exemples. Si notre peau se ride et se flétrit, c'est pour les mêmes raisons. C'est pour une raréfaction. C'est à cause d'une raréfaction de l'eau et une augmentation des substances cristallisantes et qui font perdre la souplesse. Donc, on pourrait citer de très nombreux exemples de phénomènes qui apparaissent au cours du vieillissement et qui sont effectivement considérés comme problématiques s'ils prennent beaucoup d'ampleur. Donc cette cristallisation se poursuit progressivement, se développe jusqu'à la fin de notre vie, évidemment.
Maintenant que ce que nous avons dit n'invite pas l'auditeur à diaboliser ce phénomène de durcissement du corps en soi. Mon avis, c'est que chaque chose dans la nature, finalement, procède d'une logique de vie ou en tout cas trouve sa raison d'être quelque part. Par exemple, on pourrait trouver la raison d'être du durcissement du corps dans le fait qu'un adulte ou un organisme adulte est amené à connaître une vie avec plus de danger que la vie d'un enfant. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'un enfant est sous la tutelle de ses parents ou de ses géniteurs, donc lesquels imposent certaines limites aux expériences possibles d'un enfant. C'est seulement à l'âge adulte que l'être se libérant de la tutelle des géniteurs ou des parents est amené à prendre des risques et à faire des expériences qui peut-être auparavant étaient impossibles à cause de la tutelle, justement. D'où le fait que le durcissement du corps peut trouver sa raison d'être dans la fonction protectrice, puisque la vie est plus dangereuse pour un adulte que pour un enfant. Maintenant, la question essentielle que l'on peut se poser, et qui est en fait la question fondamentale de cette conférence, c'est la santé, ou en tout cas l'art de vivre, une hygiène de vie idéale, ne serait-elle pas de maintenir cette cristallisation qui est inévitable, qui est naturelle, dans des limites telles qu'elles nous permettent de jouir de la vie jusqu'à notre dernier souffle. C'est-à-dire que, de mon point de vue, la vie est une école. Et je pense qu'elle vaut la peine d'être vécue dans ce sens que nous apprenons. L'idéal ne serait-il pas d'avoir la possibilité ou la capacité de pouvoir jouir de tout ce que la vie nous offre comme possibilité d'apprentissage jusqu'à notre dernier souffle. Or, nous sommes des êtres qui avons le choix de suivre, par exemple, tel ou tel type d'hygiène de vie ou tel type de régime. Donc, c'est peut-être à nous de faire un choix qui nous permette de pouvoir jouir de la vie jusqu'à notre dernier souffle. N'est-ce pas un bel idéal ? Maintenant, quelle vieillesse voulez-vous avoir ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc refermons ce petit aparté et revenons à la cristallisation. Cette cristallisation, comme on l'a dit, se poursuit jusqu'à la fin de notre vie. Donc la première question peut-être qu'on va se poser maintenant, c'est d'où provient cette cristallisation, cette rigidification du corps qu'il est peut-être sain de garder dans des proportions harmonieuses. Cette cristallisation provient de l'accumulation, d'un point de vue chimique, de sels minéraux et principalement de sels de calcium. C'est-à-dire que les sels qui s'accumulent le plus, ou les substances cristallisantes qui s'accumulent le plus dans notre corps, sont véritablement au cours de la vie les sels de calcium, principalement phosphate et carbonate. Il y a aussi des sulfates, il y a aussi d'autres sels minéraux comme des sels de magnésium, mais proportionnellement et de très loin, la principale substance qui est responsable en fait du vieillissement et de toutes les limitations de la vitalité et des fonctions qui apparaissent avec le vieillissement sont les sels de calcium. La différence principale entre le corps d'une personne âgée ou très âgée et le corps d'une personne jeune ou d'un enfant se trouve bien dans le manque de souplesse, dans la disparition de la souplesse et l'apparition de rigidité.
Et cette rigidité, elle est due, cette solidification, cette cristallisation, elle est due à une augmentation énorme dans le corps de la personne âgée de la proportion de sel de calcium. Phosphate et carbonate principalement. Il a été dit, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres parties du corps, il a été dit pour les os par exemple, que chez un enfant, l'analyse montre une partie de substances cristallisées dans les os pour 3 parties de substances non cristallisées, donc de substances qu'on a appelées gélatineuses. Pour une personne âgée, donc dans la vieillesse, cette proportion est carrément inversée. C'est-à-dire que nous trouvons 3 parties de substances complètement cristallisées pour une seule partie seulement de substances non cristallisées, non solides. Maintenant, un second aparté qu'on pourrait se permettre à propos de l'ostéoporose. Parce que peut-être que vous y avez déjà pensé à l'ostéoporose avec ce qu'on vient de dire. Et ce sujet va être très intéressant parce que il va nous permettre de reconnaître que suivant la manière avec laquelle on aborde un sujet ou une étude, les conclusions auxquelles on aboutit peuvent être très différentes. On reproche souvent à la médecine, à notre médecine actuelle en tout cas, de perdre de vue l'ensemble d'un problème ou d'une situation au profit d'un détail. Et là, on va comprendre mieux un exemple de ce problème-là. L'ostéoporose, elle est considérée la plupart du temps comme un manque de calcium. Il est vrai qu'une personne peut souffrir d'un manque de calcification à un endroit de son corps, qu'on peut vérifier, dont on peut se rendre compte par exemple avec une radio. Donc une personne peut souffrir d'un manque de calcification à une vertèbre ou à un disque intervertébral par exemple. Donc on considère que il y a un manque de calcification, donc il y a un manque de calcium. Ce qu'on oublie de dire et qu'on ne devrait pas oublier de dire, c'est que partout autour de l'endroit où il y a un manque, où on observe un manque de calcium, partout autour, il y a des calcifications excessives. Dans le corps d'une personne qui souffre d'ostéoporose, il y a à beaucoup d'endroits de son corps des calcifications très très fortes. Donc, ce qui montre bien que ça n'est pas un simple problème de manque de calcium. Ne serait-il pas plus sagace, plus intelligent de considérer que c'est un problème de répartition ? Une personne qui souffre d'ostéoporose souffre d'abord d'un problème de répartition. Ce problème de répartition, ça peut se considérer comme un problème de gestion. La personne a du mal à gérer le métabolisme des sels minéraux et notamment le métabolisme des sels calciques. Que se passe-t-il lorsque l'on donne une charge de travail trop importante à un individu ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines tâches, puisqu'il ne pourra pas les effectuer, qui ne seront pas remplies. C'est la même chose avec des minéraux. Quand on a des excès de minéraux ou des excès de substances dans le corps, il y a certaines tâches que notre corps ne peut plus remplir à cause de cet excès-là. Donc forcément, il va y avoir à certains endroits des excès, à d'autres endroits des manques. C'est un petit peu comme si le corps se mettait en berne. Il est surchargé, la charge de travail pour gérer ce calcium est trop importante. Donc c'est comme s'il se mettait en berne, il abdiquait devant la difficulté à répartir correctement ce calcium. Donc le problème de l'ostéoporose n'est pas simplement un manque de calcium. Il faut voir ça d'une manière beaucoup plus globale. C'est un problème de répartition, ça c'est évident. C'est un problème aussi de gestion, forcément, des sels minéraux. Donc peut-être qu'il y en a trop de ces sels minéraux. Peut-être qu'il faut favoriser chez cette personne
les facultés d'évacuation, afin de lui donner des charges de travail qui soient moins lourdes. Donc ça, on va voir un petit peu ces sujets-là dans la seconde partie, l'importance de l'élimination. Avant de terminer cette première partie, dans laquelle le but était de présenter le vieillissement sous son aspect cristallisation, il est important de reconnaître que tout ce qui va cristalliser le corps, tout ce qui va donc précipiter le vieillissement, donc principalement on l'a vu les sels calciques, les sels de calcium, toutes ces substances ne peuvent être ingérées que par le biais de l'alimentation, que ce soit par voie liquide ou solide, par les boissons ou par les aliments, c'est évidemment par l'alimentation que l'on ingère ces substances qui risquent de précipiter la vieillesse et donc d'amener des maladies que l'on pourrait s'éviter. Dans la première partie de cette conférence, nous avons appris que le vieillissement pouvait se considérer comme un processus de cristallisation. La nature a pourvu l'homme de systèmes, de moyens qui permettent à son corps d'éliminer les substances dont il chercherait à se débarrasser, que ce soit des cristaux, des minéraux ou d'autres substances. Les deux systèmes principaux d'élimination du corps sont le système urinaire, donc par l'intermédiaire des reins et de l'urine, et la peau. Sans l'existence de ces deux systèmes, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Il serait inenvisageable, tant la cristallisation serait importante, de vivre seulement plus que quelques mois ou quelques années. On peut donc affirmer que ce sont la peau et le système urinaire qui nous sauvent d'une mort précoce. L'eau, l'élément liquide, est un élément absolument indispensable pour les fonctions d'élimination du corps. L'eau non seulement transporte un élément d'un endroit de notre corps à un autre, mais elle transporte aussi vers l'extérieur du corps les substances que notre corps chercherait à éliminer. L'eau lave l'extérieur de notre corps lorsque nous prenons un bain ou une douche, mais elle lave aussi, on peut le dire, tout l'intérieur de notre corps. À ce moment de la conférence, il est important d'expliquer la différence entre un minéral inorganique et un minéral organique. Une substance minérale ou un minéral inorganique, ça va être une forme de minéral, de calcium par exemple, telle que celle que l'on trouve dans le sol, dans les pierres par exemple. Dans la première partie, on a parlé de carbonate et de phosphate. Des carbonates et des phosphates, ce sont des substances inorganiques. Le carbonate de calcium, par exemple, c'est ce qu'on appelle aussi le calcaire. Les êtres vivants que sont les plantes ont la faculté de se construire, donc de construire leur propre chair, leur propre être, et de se développer en transformant les substances du sol, donc inorganiques, en substances organiques qui vont constituer leurs propres organes ou la propre chair de la plante, l'être de la plante. L'être humain n'a pas cette capacité. L'être humain n'a pas la capacité de se développer, de développer ses propres organes, de construire son propre être à partir des substances du sol. La plante peut réaliser ceci parce qu'elle transforme les substances du sol, les substances inorganiques, en substances organiques grâce à l'énergie de la photosynthèse. L'être humain n'en est pas capable. C'est pourquoi dans les milieux scientifiques actuellement, on définit très clairement les plantes comme étant des êtres autotrophes. Ce qui signifie exactement ce qu'on vient de dire, que les plantes ont la faculté de transformer les substances inorganiques du sol en substances organiques et de se former, de développer leur propre être à partir de ce phénomène, de cette transformation.
L'être humain a été, lui, défini comme étant un être hétérotrophe. C'est-à-dire que l'être humain, pour se construire, pour développer ses organes, développer sa propre substance, doit puiser sa nourriture dans des aliments, dans des substances qui sont déjà organiques. Quand nous ingérons des substances inorganiques semblables aux pierres ou aux minéraux qui se trouvent dans le sol, eh bien une partie va être éliminée par les systèmes d'élimination du corps, mais la partie qui ne le sera pas s'incrustera dans le corps et aura tendance à évidemment précipiter le vieillissement et l'apparition des maladies et des pathologies qui lui sont associées. L'homme n'a pas la capacité de se nourrir de l'inorganique. Nous ne pouvons pas nous nourrir en croquant des minéraux. On ne peut pas se construire en croquant des pierres. C'est impossible. L'homme n'a pas d'autre choix, d'autre solution, c'est la nature qui lui prescrit un tel régime, que de se nourrir de substances qui sont déjà organiques. Donc, en pratique, ça signifie quoi ? Ça signifie des substances qui sont issues soit du règne végétal, soit du règne animal, soit des plantes, soit des animaux. Les spécialistes estiment qu'à grand-peine, l'homme est capable de transformer de l'inorganique en organique dans une proportion qui va de 0 à 5%. On peut ici citer une étude très intéressante, parmi d'autres, qui avait été réalisée par Louis-Claude Vincent, l'inventeur de la bioélectronique, entre 1962 et 1974. C'est une étude de grande ampleur qui avait été réalisée dans 57 villes de France et qui avait pour but d'étudier la relation entre la mortalité et la qualité de l'eau qui était bue. Alors il faut savoir que les minéraux contenus dans les eaux de boisson, dans les eaux que nous buvons, sont inorganiques. Donc ils ne sont pas assimilables par l'être humain. Le résultat ou les résultats de cette étude ont été absolument frappants. Ils ont été tellement frappants qu'il a été refusé de communiquer le nom de certaines villes de France par peur d'un exode. C'est-à-dire que la relation entre la qualité de l'eau et la mortalité est très nette. Plus une eau est chargée en minéraux, plus la mortalité est élevée. Et ceci de manière vraiment très nette. La mortalité dans les villes de France peut varier très facilement du simple au double. Ce sont toujours les villes dans lesquelles l'eau qui est bue est la moins chargée en minéraux que la mortalité est la plus basse. Donc il avait été refusé de communiquer dans cette étude le nom des villes dans lesquelles la mortalité avait été extrêmement basse, par peur d'un exode, nous a-t-on dit. Seules des eaux très faiblement minéralisées devraient être utilisées par des personnes soucieuses de leur santé, ou des personnes, je dirais, soit qui voudraient augmenter leur vitalité, soit qui voudraient soigner une maladie. Donc on peut citer 3 types d'eau qui répondent à ce critère. Ce sont l'eau distillée, l'eau obtenue par osmose inverse, donc l'eau osmosée, et enfin l'eau de source lorsque celle-ci est très peu minéralisée. L'eau distillée, elle est assez difficile à obtenir, mais il faut savoir que énormément de personnes ont réalisé cette expérience d'utiliser l'eau distillée en tant qu'eau de boisson. Et la santé ne s'en trouve qu'améliorée. Personnellement, j'ai réalisé cette expérience en buvant de l'eau distillée de manière continue pendant plus d'une année, et j'ai pu en noter les effets très puissants sur la santé. Ensuite, l'eau obtenue par osmose inverse. Donc aujourd'hui, il existe des dispositifs, des petits appareils que l'on branche sur les robinets, que l'on peut transporter et qui permettent d'obtenir une eau extrêmement filtrée qui s'appelle de l'eau osmosée.
L'eau obtenue par des procédés d'osmose inverse est très similaire à l'eau distillée. Elle est quasiment dépourvue de minéraux. Aujourd'hui, il y a des villes entières, je pense par exemple au Canada, dans lesquelles l'eau qui est distribuée est ce type d'eau. C'est aussi une excellente eau pour la santé, parce qu'elle est très faiblement minéralisée. C'est cette eau-là qui est vraisemblablement l'eau du futur. Le troisième type d'eau, enfin, ce sont les eaux de source. Donc si vous avez à proximité de chez vous une source dont vous savez que l'eau n'est pas polluée et est très peu chargée en minéraux, vous pouvez la boire. Il y a aussi les eaux en bouteille. Les eaux en bouteille sont souvent critiquées à cause du plastique qui passerait un petit peu dans l'eau. Alors oui, on peut trouver des inconvénients. On peut toujours trouver des inconvénients. Mais il demeure néanmoins qu'aujourd'hui, parmi toutes les eaux facilement accessibles, c'est quand même cette eau-là, l'eau en bouteille, qui est celle de la meilleure qualité. Bien mieux que l'eau du robinet. L'eau du robinet, en général, n'est pas très chargée en minéraux, mais elle est chargée de beaucoup d'autres substances. On y trouve des traces de médicaments, on y trouve des engrais, des pesticides. Bon. Et on se rend compte à la consommation, quand on a un petit peu de sensibilité, qu'elle n'est absolument pas désaltérante. Et d'un point de vue vibratoire ou énergétique, l'eau du robinet est absolument catastrophique. Après, elle a cet avantage, si on veut lui en trouver un, c'est qu'elle est en général assez faiblement minéralisée. Donc personnellement, c'est l'eau en bouteille que j'utilise, même pour la cuisson. Donc si vous voulez utiliser des eaux en bouteille, et c'est un raisonnement qui est valable quel que soit le type d'eau que vous choisissez, il faut choisir votre eau de boisson comme étant la plus faiblement minéralisée possible. Donc dans le commerce, si vous regardez les étiquettes des eaux, vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir des énormes différences. Une eau peut être chargée en minéraux dans l'ordre de 20 à 30 mg par litre, ou bien dans l'ordre de 1 à 2 grammes par litre. Donc une eau qui est chargée, je pense par exemple à la Montroucous, qui est considérée par beaucoup comme une référence, elle est chargée à une vingtaine de milligrammes par litre. Donc regardez sur les étiquettes ce qu'on appelle le résidu à sec, la minéralisation totale, et choisissez les eaux qui sont les moins minéralisées. Ne choisissez surtout pas des eaux très chargées en minéraux. Au-delà de 50 mg par litre, c'est plutôt déconseillé. En ce qui concerne le sel de table, le chlorure de sodium, étant un sel inorganique, il ne répond pas aux besoins du corps en sodium. Le sodium, il va être trouvé pour l'être humain dans les plantes ou dans les animaux. Surtout dans les plantes, je dirais dans les plantes vertes par exemple. Aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs, scientifiques, chercheurs et autres, attirent l'attention sur le fait que les effets quotidiens de la consommation de sel sont très problématiques. Le sel est extrêmement irritant pour tous les tissus. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez trouver des renseignements sur ce sujet très facilement sur Internet par exemple. Mais il est évident que les personnes qui consomment beaucoup de sel ou régulièrement, quotidiennement du sel de table, utilisent une partie de leur énergie à réparer les dégâts qui sont causés par le fait d'en consommer régulièrement. Cette énergie, elle pourrait être utilisée pour autre chose. Personnellement, je recommande une alimentation soit sans sel, soit avec peu de sel. Vous pouvez de temps en temps manger des repas avec un petit peu de sel. À mon avis, ça n'est pas non plus la pire des substances inorganiques puisque le sel de table est relativement facilement éliminé, étant un sel particulièrement soluble. Maintenant, c'est un sel inorganique qui ne fournit pas d'éléments facilement utilisables par le corps humain. Il n'est pas du tout
le sel de table indispensable à l'alimentation humaine. On pourrait étudier le rapport du sel avec le développement de la vie. Par exemple, on pourrait étudier les lacs et les mers. On se rendrait compte assez rapidement que plus une eau est salée et moins elle est favorable au développement de la vie, à la richesse de la vie. Si vous prenez par exemple la mer morte, la fameuse mer morte, eh bien pourquoi elle est morte cette mer ? C'est parce qu'elle est extrêmement salée. Elle est tellement salée qu'il n'y a absolument aucune espèce vivante qui y vit. Il n'y a aucune espèce de poisson, il n'y a aucune espèce d'algue. Chose similaire avec la mer d'Aral, par exemple en Asie. Il y a à peine 1 ou 2 espèces de poissons qui peuvent y vivre. A contrario, vous prenez le lac Tchad, dont l'importance est capitale pour toute la vie de l'Afrique, tellement il est riche en espèces animales, eh bien, c'est un lac d'eau douce. Les eaux les plus poissonneuses au monde, eh bien, ça va être des lacs d'eau douce, pas des lacs d'eau salée. L'eau lave l'extérieur de notre corps, comme on a dit tout à l'heure si on prend un bain ou une douche, mais elle lave véritablement tout notre corps. Par l'intermédiaire des reins et de l'urine, il est évident que beaucoup de substances cristallisantes, donc de cristaux, ainsi que d'autres substances, sont éliminées quotidiennement. Ensuite, et c'est pourquoi au début de la seconde partie j'avais parlé de la peau, c'est par l'intermédiaire de la transpiration, donc de la peau, que nous éliminons au cours de notre vie le plus de substances cristallisantes et de déchets. D'où l'extrême importance de favoriser l'élimination de toutes les substances que le corps cherche à éliminer par la peau. Une pratique que je recommande à chacun de mes patients maintenant depuis de nombreuses années, c'est celle du brossage à sec. Ça consiste à se brosser l'ensemble du corps jusqu'à ce que la peau devienne un petit peu rouge et de prendre la douche ou le bain après avoir effectué le brossage. On peut utiliser une brosse pour le corps, on peut utiliser un linge rugueux, une serviette rugueuse, on peut utiliser aussi un gant, mais le principe, ça reste toujours le même. C'est une pratique extrêmement puissante et qui devrait être pratiquée quotidiennement, tant l'élimination par la peau est importante. L'élimination par la peau, que ce soit par la transpiration ou par des procédés mécaniques, et l'émonctoire représente l'émonctoire le plus important de notre corps. Les anciennes pratiques telles que les emmaillotements, les cataplasmes, ou même le hammam et le sauna sont très puissantes pour cette raison qu'elles favorisent, qu'elles permettent au corps de se débarrasser de ses déchets en utilisant son émonctoire le plus important. Donc le but en fait du brossage à sec, c'est de décharger le rein dans son travail d'élimination, parce que le rein à lui tout seul ne peut pas éliminer tous les cristaux et tous les déchets qui gênent le fonctionnement du corps. Il est absolument fondamental, capital dans toute hygiène de vie, de favoriser l'élimination par la peau. Notre santé, notre vitalité peut se comparer à un feu. Et si vous avez une cheminée chez vous, et que de temps en temps vous faites des feux de bois, vous avez certainement dû remarquer que pour que le feu puisse continuer à brûler et ne s'éteigne pas, il est indispensable de le débarrasser de ses cendres. Si on ne le débarrasse pas de ses cendres, le feu s'asphyxie, il diminue et il finit par disparaître, par mourir. Donc c'est un peu la même chose avec notre vitalité et notre santé. Le plus important pour soit maintenir une santé ou une vitalité à un degré élevé, soit pour améliorer ou renforcer une vitalité, eh bien, c'est de procéder à l'évacuation de ce qui gêne le fonctionnement du corps. Donc ça correspond à, dans l'image du feu, au fait de débarrasser un feu de ses cendres.
Je terminerai cette seconde partie en posant une question. La meilleure manière d'aborder une pathologie ou une maladie ne serait-elle pas d'économiser avant tout la vitalité de la personne, afin de renforcer, d'augmenter la capacité que notre corps a déjà de pouvoir se réparer lui-même, se soigner lui-même, tout seul. Ne serait-elle pas cette manière d'approcher la santé et la maladie la manière la plus noble, la plus douce et quelque part la plus respectueuse de l'être humain, et aussi la plus porteuse de potentialité de développement pour l'être humain. Peut-être serait-il préférable de procéder ainsi plutôt que de favoriser des approches ou des thérapies qui soient violentes. N'est-il pas préférable d'économiser la vitalité d'une personne que l'on soigne plutôt que de l'affaiblir avec des traitements violents? Réfléchissez-y. Et n'est-ce pas là aussi le sens originel du fameux primum non nocere d'Hippocrate? D'abord, ne pas nuire. Si l'on tente, en tenant compte des informations qui ont été dites jusqu'à présent, de définir quelle serait l'alimentation idéale pour l'être humain, on arrive à l'affirmation suivante. L'alimentation idéale pour l'être humain est celle dont les aliments comportent la plus forte proportion d'éléments nutritifs et assimilables, et en même temps la plus faible proportion de substances cristallisantes et non assimilables. Ce qui répond dans la nature à cette définition, ce sont les fruits et les légumes mûrs. C'est pourquoi les fruits et les légumes mûrs représentent, ou devraient représenter, l'essentiel de notre alimentation. Si vous consommez de la viande, consommez, j'ai envie de dire, de la vraie viande plutôt que de la charcuterie, dans laquelle sont présents des conservateurs qui sont des sels inorganiques. Je pense par exemple aux nitrates. On sait très bien que les nitrates ont des effets très néfastes sur la santé. Préférez de la vraie viande. Lorsque vous mangez des parties végétales qui sont terreuses, je pense par exemple à des pommes de terre ou à des carottes, épluchez-les convenablement, de manière à ne pas ingérer de terre ou de sable, qui sont des substances inorganiques. Même chose lorsque vous préparez de la salade, lavez-la soigneusement. Si vous consommez des compléments alimentaires, eh bien même chose, le raisonnement va être le même. Préférez des compléments alimentaires qui soient purs, plutôt que des compléments alimentaires dans lesquels sont rajoutées des substances inorganiques, inassimilables. Malheureusement, il y a beaucoup de compléments alimentaires dans lesquels sont présents des phosphates et des carbonates. Ne soyez pas surpris si, en vous mettant à consommer, par exemple, des yaourts de soja d'une marque que je ne citerai pas mais qu'on trouve en grande surface, vous développez des douleurs dans les articulations. Si vous regardez l'étiquette, vous allez vous rendre compte qu'on rajoute du phosphate de calcium. Donc ne soyez pas surpris d'avoir des douleurs dans les articulations avec un tel régime. Ces douleurs cessent immédiatement lorsqu'on arrête de consommer ces aliments. Donc on se rend bien compte que ces douleurs sont étroitement liées à la consommation de ces produits qui contiennent du phosphate de calcium. Il existe des yaourts au lait de soja, je n'ai rien contre le fait de manger des yaourts au lait de soja, mais il existe des yaourts au lait de soja dans les chaînes de magasins bio qui ne comportent pas de phosphate. Donc, intéressez-vous à la composition des aliments que vous utilisez. Si vous avez une vitalité plutôt faible et que vous désirez l'augmenter,
la renforcer ou si vous désirez soigner une pathologie, il est incontournable, il est indispensable de mettre le plus possible de côté les substances inorganiques inassimilables. Donc je ne vais pas faire la liste ici de tous les aliments ou tous les produits qui existent et qui contiennent des substances inorganiques. Intéressez-vous à la composition de ce que vous mangez. Par exemple, on pourrait trouver beaucoup de ces substances dans la pâtisserie. Dans la pâtisserie, on utilise souvent des phosphates et des carbonates. On pourrait aussi ici déconseiller l'utilisation des bouilloires électriques, qui sont maintenant rentrés dans presque tous les foyers. La raison en est simple, c'est que le mode de fonctionnement de ces appareils provoque une cristallisation des minéraux inorganiques qui sont présents dans l'eau, et ces cristaux s'incrustent. En fait, si vous regardez bien votre bouilloire, vous allez voir des incrustations au niveau de la résistance électrique ou bien au niveau de la cuve. Donc à moins de nettoyer parfaitement et très régulièrement votre bouilloire, vous allez assez régulièrement ingérer une partie de ces minéraux extrêmement cristallisés. Ce sont précisément ces substances qu'on cherche à éviter. Il n'y a pas que la présence ou l'ajout de substances inorganiques dans un produit qui amoindrit sa valeur. On pourrait ici parler, par exemple, de l'exposition prolongée à la lumière, qui dénature les produits. Si vous utilisez de l'huile, il est préférable d'utiliser de l'huile dans des bouteilles qui soient opaques plutôt que transparentes. Il y a aussi l'exposition prolongée à l'air. Ces phénomènes étant relativement bien connus, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Par contre, je vais quand même parler un petit peu du problème de la cuisson, parce que ça, c'est inévitable. La matière des aliments que nous consommons se dénature progressivement plus la température de cuisson s'élève. La nature nous offre un point de repère assez facilement identifiable qui est celui de l'ébullition de l'eau. Toute cuisson qui s'effectue à moins de 100 degrés dénature très peu les aliments et reste acceptable. L'essentiel de notre alimentation devrait se composer d'aliments crus et d'aliments cuits à une température douce. Donc on peut évidemment ici citer la cuisson à la vapeur qui reste une référence, mais tout mode de cuisson qui permet de s'assurer que la température de cuisson est inférieure à 100 degrés est acceptable. Au-delà de 100 degrés, nous avons les composants de la matière qui se transforment, qui se transmutent, qui redeviennent semblables à de l'inorganique. Donc les sels minéraux par exemple, je pense par exemple au lait, lorsque le lait est cuit, eh bien le calcium du lait devient ou redevient inorganique avec la cuisson. Donc il redevient inassimilable. Et ça c'est vrai pour tous les aliments lorsqu'ils sont cuits. Plus la cuisson est élevée, plus la matière se dénature et tend à redevenir inorganique ou semblable à de l'inorganique. Donc les tartes cuites à température élevée, les pains cuits à température élevée, etc., ne sont pas des aliments de grande valeur nutritive. Du point de vue des vitamines, ils en sont presque dépourvus, et la cuisson a rendu la matière des aliments en partie toxique et en partie inassimilable. Une remarque que j'ai très souvent entendue chez mes patients, c'est la suivante. Je suis très intéressé par le cru, puisque c'est dans le cru que l'on trouve le maximum de substances nutritives, mais je ne le digère plus. Alors la difficulté de digestion du cru, elle tient dans la grande richesse en fibres. Ces fibres dont on a beaucoup exagéré l'importance. La cuisson permet dans une certaine mesure de soulager le travail digestif en amollissant les fibres. Maintenant, c'est quand même le cru qui est le plus intéressant du point de vue nutritif.
Il existe un moyen assez simple de profiter au maximum de la richesse du cru sans fatiguer notre système digestif. Et ce moyen, c'est l'utilisation de cet appareil qu'on appelle un extracteur de jus. Donc réaliser des jus, vous pouvez utiliser des fruits bien entendu, mais utilisez des légumes, utilisez les parties vertes des plantes qui sont extrêmement riches, utilisez les feuilles, utilisez les racines. Donc faites des jus de légumes et de fruits. Inventez vos propres recettes, soyez curieux de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles recettes. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus de l'extraordinaire bienfait que représente l'utilisation d'un extracteur de jus dans votre hygiène de vie et dans votre alimentation. À côté de l'extracteur de jus, on peut aussi attirer l'attention sur l'intérêt des purées et l'intérêt des soupes et l'intérêt en fait aussi de tout ce qui est mixé, puisque ces formes alimentaires soulagent le système digestif en rendant la digestion des fibres plus facile et donc l'accès aux substances nutritives plus facile. C'est aussi ici une question finalement d'économiser notre énergie, d'économiser nos efforts pour pouvoir tirer le maximum de profit de notre alimentation. Je terminerai cette troisième partie et cette conférence en parlant un petit peu du sport et de la gymnastique. La gymnastique est, à mon sens, indispensable pour le maintien de la santé. Ça peut devenir aussi une véritable source de satisfaction et de plaisir. La gymnastique permet de déloger toutes les substances qui sont dans notre corps et que notre corps cherche à éliminer. Elle permet de les diriger vers les portes de sortie. Donc c'est indispensable au maintien de la santé. Et ça peut vraiment devenir une profonde source de plaisir. On devrait éprouver de la satisfaction, du plaisir à réaliser quotidiennement des exercices d'assouplissement, des exercices de posture ou des exercices de prise de conscience du corps. On peut réaliser des exercices efficaces sans aucun instrument ou avec des instruments très simples comme des balles, des ballons, des tiges de bois, etc. Voilà cette conférence terminée. Si vous avez des questions ou si vous désirez qu'un thème particulier soit traité dans une conférence ou dans un enregistrement, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante: richariel2015@gmail.com. Richariel2015, ça s'écrit de la manière suivante: RICHARDJEHL 2015, le tout attaché, @gmail, donc gmail.com. Merci de votre écoute et à bientôt pour d'autres enregistrements.